Hey, you! Alors, je m'appelle Michel Ancel, je suis développeur de jeux vidéo. J'ai travaillé sur des jeux perso au tout début. J'étais tout seul. J'ai travaillé sur The Teller, sur Atari ST, The Intruder que j'ai fait en duo. Et puis après, bien sûr, Rayman 1, donc Rayman 2, Beyond Good and Evil. J'ai travaillé sur King Kong également. Voilà, plein de super projets. Alors, j'ai découvert les jeux vidéo de façon assez surprenante pendant une kermesse de porte ouverte de l'armée. Voilà, mon papa était militaire. Et on s'est retrouvés dans cette kermesse où il y avait des tas de jeux dans tous les sens. Et notamment, dans une salle, il y avait un jeu vidéo sans nom, parce que développé par quelqu'un qui faisait son service militaire. Ça m'avait captivé, j'avais passé toute mon après-midi à jouer, donc un petit jeu d'aventure, platformer, où voilà, il y avait des petits parcours, etc. Je crois que ça a créé chez moi quelque chose d'assez... ça a été une espèce de révélation, parce que d'abord c'était le développeur qui était là, je voyais qu'on pouvait créer des jeux vidéo. Je découvrais déjà qu'on pouvait interagir avec la télévision. J'ai une petite anecdote sur la première machine, c'était la CBS ColecoVision, c'était une super console. Et j'avais découvert que quand j'éteignais la console et que je la rallumais vite, la mémoire de la console ne s'était pas complètement effacée et donc le jeu apparaissait mais incomplet. Et j'avais un jeu d'aventure, les murs étaient plus présents, donc on pouvait traverser les murs. Et donc j'ai passé des heures à chaque fois réinitialiser, relancer, et le jeu était différent à chaque fois. Donc c'était super marrant de voir qu'on pouvait, modifier le jeu quelque part, juste avec l'interrupteur là en l'occurrence. Voilà, le vrai ordinateur après qui a été l'ordinateur clé pour le développement, ça a été l'Atari ST, qui était un ordinateur vraiment révolutionnaire avec une interface graphique, une souris, des fenêtres, des logiciels de dessin, de musique et la capacité de programmer. Donc là j'avais 13-14 ans et j'ai commencé à faire les premiers jeux sur ces machines. Alors j'ai commencé à travailler sur un jeu qui s'appelle The Teller, qui était un jeu d'action-réflexion. Donc j'avais fait mode 2 joueurs, mode 3 joueurs, contre l'ordinateur, enfin la totale. Donc j'ai appris ce que c'était que de faire un jeu de A à Z, édité. Donc voilà, j'étais hyper content après de l'avoir dans des magasins. Ça n'a pas été un succès planétaire, mais par contre, j'ai eu des super reviews, super reconnaissance. Ça m'a motivé pour travailler sur d'autres jeux. Et donc j'ai fait d'autres prototypes. Et puis après, j'ai travaillé sur Rayman. I'm waiting! I'm waiting! I'm waiting!
Hey, you! Yo, dude! Je suis Frédéric Houd, je suis auteur de Rayman. Mon rôle sur Rayman 1, c'était tout ce qui était programmation moteur, tout ce qui était programmation outils. J'étais le seul technicien en fait sur le projet. Il y avait Michel qui s'occupait de tout ce qui était artistique, graphique, et moi toute la partie technique des consoles et donc toute la programmation du moteur. Mon parcours de joueur, il a commencé quand j'étais au collège, où on allait jouer dans les supermarchés parce que c'était un bon terrain de jeu pour nous. Je me rappelle même avoir mis de l'argent et être rentré dans des bars alors qu'il n'y avait que des gens qui buvaient de l'alcool. Je me disais, je ne peux pas rentrer dans un truc comme ça, mais pour moi, il fallait que je rentre et que je joue. L'autre fait très important, c'est quand mon cousin a eu à Noël un ordinateur personnel, où là, vraiment, ça a changé mon mindset, où j'étais plutôt en mode joueur. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais là, avec ce micro-ordinateur-là, je peux créer des choses, je peux fabriquer mes univers, je peux programmer et mettre l'objet graphique que je veux, le bouger à la manette, interagir avec. Et pour moi, c'était vraiment le gros point de départ en fait de ma passion en fait, à me dire, je vais être capable de créer des mondes et des univers que j'imagine. Et c'était mon outil à moi, où j'avais pas besoin de gros matériel, j'avais besoin juste de ça et de ma tête. Et je pouvais fabriquer ce que je voulais. Et mes mondes et mes interactions. Et je me rappelle, j'appelais ma mère, je disais regarde ça, écoute cette musique. C'était infâme. À l'époque, elle était complètement déconnectée de ça et elle regardait. Frédéric avait une connaissance très élevée de tout ce qui était gameplay et bien sûr une connaissance très importante de tous les jeux japonais et de la concurrence, mais une vraie habitude de structurer les choses pour les rendre tout à fait adaptés à ce qu'attendaient les joueurs. Notre rencontre, je pense que ça s'est fait à Informatique 2000, un magasin sur Montpellier où on se retrouvait, pas Michel et moi spécialement, mais on allait voir les nouveautés des jeux et on allait montrer un peu ce qu'on faisait sur des Atari ST ou des Amiga. Et après, on s'est retrouvés dans les locaux d'Ubisoft où Michel travaillait sur un projet de jeu voiture en interne. Ah oui, tout à fait. Qui t'emballait pas spécialement. Et du coup, en parallèle, il préparait la revanche. Cette petite boutique vraiment microscopique d'informatique où le gars était assez cool puisqu'il nous laissait venir et utiliser les ordinateurs. C'est vraiment marrant de se dire que plein de personnes sont devenues développeurs. En fait, de cette époque-là, sont devenus développeurs. Certains travaillaient même après chez LucasArts. Enfin, c'est fou quoi, de se dire que
Les personnes qui se retrouvaient là, vraiment, c'était des passionnés avec parfois des commandes de jeux qui venaient MSX du Japon, ou qui étaient des gens qui étaient déjà en contact avec des développeurs du Japon. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, ils étaient plus âgés que moi, ils avaient, je crois, 18-19 ans. Eux, ils étaient déjà en BTS ou IUT. Moi, j'étais encore en seconde. Et ça me faisait rêver de savoir que là, il y avait des gens qui faisaient des jeux vidéo. Hey, you! Alors Rayman, c'est vraiment lui et moi au début. Je découvrais la 3D, donc j'ai commencé à manipuler des logiciels de 3D. Ça a été mon personnage un peu fétiche, quoi, ce qui m'a permis de me faire la main sur des softs 3D. Mais c'était pas très interactif, la 3D à l'époque, donc je l'ai passé en deux dimensions. Et c'est là que j'ai pu interagir avec lui. C'était drôle parce que c'était vraiment cette idée d'éléments séparés qui, en bougeant séparément, donnent l'illusion du mouvement. Et ce qui est marrant, c'est de se dire, quand ce personnage il est apparu, il était cool en fait. Je ne l'ai pas dessiné avant. Il est apparu juste dans le fait de le faire en pixels et de le rendre interactif. Ça a fait découler tout le reste. Donc j'avais besoin aussi de choses joyeuses. Je travaillais sur des jeux un peu sérieux. J'avais envie de m'évader un peu et de continuer à avoir ce côté enfantin, frais, qui me permettait de me sortir un peu d'une réalité un peu plus dure. Nous, on imaginait ce petit personnage dans différents lieux. C'était vraiment ce qui nous habitait à l'époque, de passer d'un univers à un autre très riche et très différent. Un peu comme tous les jeux d'arcade qu'on voyait à l'époque, où on voyait le niveau de la neige, le niveau du volcan, le niveau dans les airs, etc. Et donc c'était des trucs très tranchés. Et donc quand on s'est rencontrés, on était vraiment fans de nature, de tout ce qui était les arbres, la vie, etc. Le premier niveau dans lequel on rentre dans Rayman, on était dans la jungle, c'était vraiment nous, ce qui nous parlait le plus graphiquement. On trouvait que c'était trop beau. Et du coup, on a présenté cette Bible aux frères Guillemot. Ils ont été vraiment emballés, je me rappelle à l'époque. Donc on présentait le projet pour qu'il se fasse sur Super Nintendo CD-ROM. Et ils nous ont dit, non mais là c'est le plus gros jeu du monde. Je me rappelle très bien, je crois que c'est Yves Guillemot qui avait dit ça. Je me souviens de cette première visite de Michel et Frédéric, où ils sont venus nous présenter le concept. J'ai été ébloui par cette créativité et aussi ce personnage, son aisance, son animation, les univers très très riches et colorés avec tous les différents mondes qu'ils avaient prévus et le loufoque de beaucoup des personnages qui étaient présentés. C'était vraiment un jeu qui détonnait complètement par rapport à ce qui existait à l'époque. Et on a travaillé ce fameux document en fait pour que le projet puisse prendre corps. L'idée c'était de donner de la vision en fait à Ubisoft. Au-delà des petites démos qu'on avait fait, il fallait montrer qu'on allait faire un jeu complet. C'était à la fois fun mais à la fois difficile parce je pense avec Fred, on aime programmer et jouer directement. Et là, il fallait se mettre sur un papier, réfléchir à l'avance et dessiner les niveaux, les personnages. Donc c'est un autre exercice qui est plus, on va dire, théorique, mais qui était structurant surtout pour la suite, puisque ça on ne le savait pas encore, mais au début, on pensait qu'on allait faire le jeu à 2 ou à 3. Et ce document nous servait un peu de porte d'entrée, de sésame pour pouvoir obtenir finalement le financement du projet. Mais il a servi par la suite de base, en fait, de référence pour faire un travail collectif jusqu'à 100 personnes finalement. On a mis quand même très longtemps ensemble à créer le jeu, parce que c'était un jeu déjà d'une ambition extrêmement importante, avec vraiment une structure forte pour être capable de réaliser autant de niveaux, autant de choses à l'intérieur d'un jeu. La taille de ce jeu est très importante à l'époque, et il faut la comparer à tous les jeux de plateforme qui étaient faits au Japon, qui étaient des monstres de créativité et qui avaient bien sûr
le marché à 90% à cette époque. Du coup, on est parti sur un jeu de plateforme parce qu'on avait beaucoup de jeux de plateforme comme jeux référents dans les arcades qu'on voyait. C'est vrai que la vue de côté, c'était, pour revenir sur Another World d'Eric Chahi ou Prince of Persia ou Karateka sur Apple, c'était vraiment ce qui avait de plus efficace pour montrer de belles choses. Après, il n'y avait pas de jeu 3D à l'époque, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Et on avait un personnage vue de côté que Michel avait créé. J'ai l'impression qu'il n'y avait que le side-scroll qui pouvait fonctionner. Je pense qu'il y avait même... Nous, on ne s'est jamais dit ça peut être dans un autre format, tellement ça coulait de source, en fait. Oui. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres types de jeux, mais on était branchés, je pense, action-aventure, c'était vraiment notre type de jeu, quoi. Alors cette Bible, c'était un travail à distance. Lui, il avait du coup quitté Ubisoft en tant que salarié et il travaillait à distance à Montpellier. Moi, j'avais fini mon service militaire à Paris et donc je travaillais à Paris. Un coup, je descendais, un coup, lui montait et on se retrouvait dans des petits appartements, des studios de 20 mètres carrés. Et on travaillait justement sur cette Bible avec ce personnage qui était envoyé dans un ordinateur. Alors ça, c'est des choses qui n'ont pas été release dans le jeu final, mais dans la Bible, il y a ça. Effectivement, il y avait ce côté un peu qu'on peut retrouver dans l'univers de Tron, par exemple, ou dans lequel on a ce côté développeur qui rentre dans la machine. Donc moi, j'avais trouvé ça chouette parce que je me disais, mais en fait, l'ordinateur lui-même, c'est un univers. Il y a la carte graphique, il y a le processeur sonore, il y a le processeur principal. Donc on retrouve, en fait, c'est comme une espèce de collaboration de ces différents éléments, comme un corps finalement, comme une entité vivante. Et je trouvais ça intéressant de se dire, mais en fait, on pourrait finalement évoluer dans ce type d'univers-là et résoudre un problème du monde réel dans ce monde-là. Et donc voilà, l'idée c'est assez classique, c'est qu'il y a une sorte de virus informatique qui s'est intégré, c'était le début des virus, on en avait plein nous sur nos Amiga, nos Atari. On vivait concrètement ce que c'était le début en fait de ce entre guillemets de ce fléau, quoi, puisqu'on peut se retrouver avec des machines qui fonctionnaient plus, des disquettes qui étaient effacées. Parfois, c'était la panique, quoi. Donc, il y avait une vraie... dans le monde réel, en tout cas, il y avait cette peur le bug de l'an 2000, les virus, etc., etc. C'était un terreau intéressant pour faire une espèce de contre-pied entre la technologie et l'art. Et finalement, même si on est dans un ordinateur, c'est quand même un monde onirique. Et donc, quand on va être dans le monde de la carte graphique, de l'aspect graphique de l'ordinateur, on est dans le monde du dessin. Et donc, il y a ce fameux monde dans Rayman 1 dans lequel on se retrouve avec des pinceaux, des couleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment ce type de monde-là. Je pense qu'après, quand on a commencé à faire le projet, on s'est dit, on peut peut-être simplifier certaines parties. Et donc, on a un peu enlevé cette méta-histoire. Et du coup, après, j'ai fait plein d'outils aussi pour Michel, pour créer... des maps, tous les levels, et aussi tout ce qui est animation de personnages. C'était un des points forts du projet, être capable d'animer un personnage à 30 images secondes, alors que tous les jeux se faisaient avec des animes à 10 images secondes, parce que l'autre option, quand on n'a pas des modules et des éléments détachés, c'est de faire plein d'images, en fait. Et plein d'images, ça veut dire prendre plein de mémoire, et du coup, on fait 10 images pour faire une marche, et d'un seul coup, on n'a plus rien pour faire un saut. Alors que là, on faisait des petits sprites pour les pieds, des petits sprites pour le corps, et on faisait juste 3 positions, et on était capable de faire des animes très variés et très fluides, contrairement à la concurrence. Donc c'était vraiment un gros plus d'avoir ce personnage tout en module. Et donc à la base, Rayman, c'était Ray Traceman, parce que c'était le côté, moi je suis un personnage d'ordinateur, quoi. Je suis issu de cette technologie. Et donc, c'est l'idée du lancer de rayon. Donc après, j'ai compacté en Rayman.
Et après, dans la réécriture du scénario, quand on regarde, la fée lui transmet le pouvoir par un rayon en fait, de lumière. Avec sa main, elle communique en fait, le pouvoir. Elle a un cercle dans la main et le cercle se retrouve sur lui. C'est un point d'échange lumineux en quelque sorte. Et donc c'est comme ça qu'il obtient ses pouvoirs. Hey, you!
Hey, you! I'm waiting! Yo, dude! Yo, dude! Hey, you! À l'époque, c'était la 3DO de Panasonic ou la Jaguar d'Atari. Et nous, on voulait faire un jeu d'arcade en 60 FPS. Et malheureusement, la Panasonic nous sortait que des jeux qui semblaient être en 30 FPS maximum. Avec la Jaguar, je retrouvais le 68000, le processeur sur lequel j'avais travaillé sur Mega Drive et aussi sur Amiga. Du coup, j'étais un peu dans une zone de confort où je me disais, voilà, on peut sereinement avancer sur ce Rayman sur Atari, mais quelque part, on savait que c'était qu'une marche vers autre chose, parce que le débouché, la console, on ne voyait pas Atari dépasser Nintendo ou Sega en termes de vente, etc. Donc, on attendait un petit peu, on temporisait, nous on avançait nos protos, on avançait nos choses, et du coup, dès on avait quand même du coup accès à des rendus graphiques en millions de couleurs, on délaissait les palettes, etc. Donc c'était quand même intéressant, ça nous faisait avancer dans la partie artistique de manière très importante. Et en l'occurrence, la proposition de Rayman dès le départ était visuellement dingue, parce que la console phare de l'époque pour Yves Guillemot, la Jaguar, la Atari Jaguar, était une console qui pour la première fois pouvait afficher 65 000 couleurs, si je me rappelle bien, simultanément. Et Michel et toute l'équipe artistique voulaient en profiter, Ubi poussait pour qu'on en profite, et le jeu était visuellement très riche, très coloré. Un peu trop même, certainement, si on le revoit maintenant, mais c'était une des forces du projet, c'était que justement, artistiquement, c'était très libre, c'était drôle, c'était cartoonish, comme on pourrait dire maintenant. Moi, je viens à la base du dessin animé. Je faisais du dessin animé avec Jacques Exertier. Et la boîte a fermé. Donc, on a commencé à éplucher les petites annonces. Il y avait écrit « Cherche animateur, actrice pour jeux vidéo ». Donc, je me dis « Jeux vidéo, qu'est-ce que je ferais dedans ?» Et puis, quand même, par curiosité, Michel me montre sur l'ordi ce qu'ils avaient commencé à faire avec Fred. Et puis, en fait, voilà, c'est à ce moment-là j'accroche. En très peu de temps, je suis assez impulsive. Donc, ça m'a plu. Donc, voilà, j'ai foncé là-dedans. Quand j'ai intégré l'équipe, le projet était, je pense, au tout début du processus de définition graphique, artistique. Il y avait des bases qui étaient posées par un vieux prototype fait par Frédéric et Michel. Michel avait créé on va dire, est-ce qu'on peut dire le Saturn
En ce qui concerne Rayman, je ne suis pas sûre, mais donc un premier jet du personnage. Et voilà, notre collaboration a commencé parce qu'il voulait juste que, avec quand même à l'époque, du coup, les petites compétences que j'avais en graphisme et en animation, allaient aider à développer ce premier jet qu'il avait jeté de ce personnage. Et donc Fred et lui avaient fait toute la trame du jeu. Et là, il m'a invité à faire des recherches sur tous les personnages du jeu. Rayman n'a pas de bras et pas de jambes parce que c'est comme ça qu'il est né en quelque sorte. Au début, j'avais dessiné juste la tête du personnage. Ensuite, j'ai déroulé la suite, la petite bouche qui se déplace, les mains, le corps, les pieds. Et c'était une façon finalement de simplifier la création du personnage. En fait, c'était très, globulaire. Ce qui est resté après, hein, mais encore plus. C'était, des yeux comme ça, un nez comme ça, un corps comme ça, et puis la fameuse peau de banane sur la tête. Ce qui est resté après, mais un peu plus lié, on va dire, un petit peu moins globulaire. J'avais pas de bras, pas de jambes, parce que les capacités du moteur à l'époque, c'était très compliqué. En fait, c'était pas que c'était compliqué, c'était carrément impossible de faire des animations fluides avec les capacités de l'époque, avec des membres et tout ça, parce qu'il fallait faire trop de représentations pixelisées, ça prenait trop d'importance en capacité dans le moteur. Donc, l'idée de Michel, qui était quand même assez géniale à ce moment-là, c'était de faire donc en modulaire, et donc de faire sans bras, sans jambes. Et en fait, ça peut laisser perplexe au départ, mais ça marche. Et donc, il fallait maintenant passer à la vitesse supérieure. Il fallait vraiment animer les petits modules, qui était quelque chose de nouveau. Je pense que c'était une expérimentation, donc pour l'animatrice, Alexandra en particulier. Comment découper les mouvements, comment minimiser le nombre de sprites pour tous les mouvements du jeu, pour chaque personnage. En particulier Rayman, qui était évidemment celui qui avait la gamme de mouvements la plus vaste. Il y avait déjà, je pense, grâce à Eric, Pélatan, Alexandra, il y avait déjà la direction artistique qui était assez bien posée. Un jour, j'ai l'institut du coin là, qui me convoque. Elle m'appelle, donc mon fils à l'époque était petit quand même. Hein. C'était un maternel. Et elle me dit, vous savez, votre fils a une représentation de son corps qui est vraiment pas bonne. Évidemment, il s'était fait sans bras, sans jambes. Tu sais, il n'a pas fait le bonhomme tétard avec les bras et les jambes qui sortent de la tête. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui, par la suite, se sont dessinés sans bras et sans jambes, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mien, oui. Je suis arrivé à l'époque de Rayman 1. Rayman, pour moi, c'est particulier parce que c'est avec ça que j'ai démarré dans le monde du jeu vidéo. Parce qu'avant, j'avais déjà travaillé 10 ans dans le dessin animé traditionnel. Et il se trouve qu'à cette époque-là, le jeu vidéo commençait à avoir des consoles suffisamment puissantes pour avoir besoin d'animateurs. On sortait de l'époque Tetris et Pac-Man, où le savoir-faire d'un animateur n'avait pas de valeur dans le jeu vidéo. C'était cool. Moi, je suis arrivé avec un savoir-faire que j'avais développé en 2D, en dessin animé, et qui amenait une vraie plus-value dans le milieu du jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'au début, c'est amusant de se dire, en faisant cette bouche finalement indépendante qui le fait parler, en la faisant glisser derrière la tête du personnage,
j'ai réalisé qu'on pouvait faire de l'animation en déplaçant juste des morceaux du corps, en fait, en quelque sorte. Donc je me suis dit, tiens, je vais continuer avec le corps principal, les mains, et du coup, les mains, juste en les faisant déplacer comme ça, on arrive à avoir une impression de mouvement. Ce que j'ai essayé d'apporter en rejoignant l'équipe, donc, c'est la connaissance de l'animation et aussi, j'ai fait pas mal de storyboard, une connaissance de comment est-ce qu'on raconte une histoire sur un support audiovisuel. C'était aussi le début de l'informatique. Dans le dessin animé, on travaillait sur papier, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait un ordinateur pour tout le studio qui nous servait à faire ce qu'on appelait des line tests, où tu allais avec ta pile de papier scanner chaque dessin, et puis tu regardais ce que donnait ton animation. Donc c'était un petit peu fastidieux, parce que quand tu faisais, un plan, ça peut faire 60 dessins, et puis tu vas tester, puis tu dis « ça marche pas, il faut que je change tel dessin, tel dessin, tel dessin ». Tout ça, c'est un process qui est assez lent. Et le fait de passer dans des productions entièrement informatiques comme ça, pour moi, c'était super nouveau. Et la grosse nouveauté, c'est que quand tu fais une animation, tu vois tout de suite, instantanément, ce que ça donne. Tu bouges un élément du personnage, tac, tu lances, tac, t'as ton animation. Donc ça donne une latitude qui est incroyable pour pouvoir se concentrer sur la composition, mais surtout le timing, parce que pour avoir des courbes bien fluides et dynamiques. Il y avait déjà, je pense, une ligne assez claire des mouvements de Rayman, qui est primordiale. Il y avait à peu près les métriques, les obstacles, les idées de plateforme qui se déplace, la prune, et tout ça, c'était, je pense, déjà assez bien pensé. À l'époque, on ne travaillait pas avec des squelettes, avec des bones comme maintenant. C'était que des sprites. Et donc, sur le Rayman 2D, il n'y avait pas de squelette. Chaque élément était techniquement indépendant des autres éléments. Et c'était un moyen, c'est la préhistoire, mais en tout cas, c'était une super idée parce que à l'époque, ça a permis quand même de donner l'illusion d'un personnage avec des membres et d'un personnage hyper vivant, alors qu'on n'avait encore pas la technologie de faire vraiment une hiérarchie dans les différents éléments. Tout ça, ça nous paraît ridicule maintenant, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, c'est vraiment c'est des gommettes, pas hiérarchisées entre elles, qui se déplaçaient comme ça. Et donc, c'était un mélange entre un choix artistique et une contrainte technique. C'est une contrainte technique, comme souvent c'est le cas, qui est devenue une force, parce qu'en prenant en compte cette contrainte technique, ça a créé ce personnage assez unique. Hey, you! Lorsque j'ai rencontré Michel, c'était le tout début du projet. Il était le seul à travailler dessus, avec Frédéric Hood, que j'ai rencontré un petit peu plus tard. Il avait réalisé quelques tests, quelques essais, esquisses sur Rayman, le caractère, des décors. Il m'a parlé de ses idées, de son inspiration, et j'ai trouvé que tout avait l'air vraiment très fun et très excitant. Par la suite, quelques autres personnes nous ont rejoints et nous avons commencé à travailler tous ensemble avec Michel très rapidement. Fred, Michel, moi, Eric, Sophie, la sœur Michel dont on n'a pas parlé, qui mettait en couleur. Olivier. On faisait du pixel ensemble pour faire des animations. Et après est arrivé Jean-Christophe. Moi, j'étais chargé de travailler sur des éléments de décor, principalement, des maps. Alors, je me souviens, je faisais à la fois des props, des éléments additionnels. Je me souviens d'une fougère, une fameuse fougère rouge dont j'étais très fier à l'époque et qu'on a retrouvée après dans d'autres épisodes. Et puis des maps comme la map des bonbons, des gâteaux. Donc voilà, je faisais des
plateformes en nougat, en chocolat. Je crois que je devais être le 6e ou le 7e dans l'équipe montpelliéraine, en tout cas. Donc, moi, j'ai intégré l'équipe voilà, dans le petit noyau de l'époque, en tant que dessinateur, surtout pour, en quelque sorte, retoucher les scans qui étaient faits de dessins faits par Alexandra Steible, qui était l'animatrice, et qui, donc, dessinait sur des grandes feuilles, format A4, tous les sprites, en quelque sorte. On les scannait, moi, je les retouchais, je les mettais en couleur, surtout, je les mettais en volume, avec les directives de Michel Ancel. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, Ubisoft Montpellier n'existait pas. Nous n'avions pas de local professionnel dédié à la création de Rayman. Et en fait, nous travaillions chez les uns, chez les autres, dans la salle à manger de l'un, dans la cuisine de l'autre. Ça se passait comme ça, de façon très naturelle finalement. Olivier, donc, il avait un petit appartement qui est le Reims, et j'allais chez lui et on faisait ensemble les personnages au pixel près pour que ça puisse être animé. Donc ça, au niveau de l'échange, c'était les disquettes aussi. Il faut remettre dans le contexte, c'était à l'époque où on pouvait faire des jeux vidéo avec très peu de personnes. Il y avait un côté très artisanal. Je me souviens que il y avait ce côté un peu bande de potes qui développe un jeu vidéo. Moi, j'ai rejoint le projet en cours. Et j'ai rencontré des personnalités très différentes, mais toutes passionnées. Il y avait cette espèce de bonne humeur aussi, qui, je pense, a déteint sur le contenu du jeu. Voilà, il n'y avait pas une technologie très avancée à cette époque. Par contre, on utilisait tous les médias et médiums possibles, le dessin papier beaucoup, qu'on scannait. On retranscrivait ces dessins-là en pixels, puisqu'à l'époque, effectivement, on n'avait même pas encore de tablette graphique, hein, c'est venu plus tard. Donc on faisait tout à la souris. C'était la débrouille, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup de système D, en fait, dans le développement de ce jeu. Je pense avoir assuré au moins la moitié, mais peut-être les 3/4 des sprites des personnages et de quelques effets spéciaux et de quelques objets du décor. Mais très peu. Moi, je me concentrais vraiment sur les personnages, les big boss. Je me souviens du Scorpion en particulier, Mr. Stone, là, le géant de pierre et d'autres. Le photographe, Rayman, le héros, le moustique et les autres. Michel avait une idée assez précise de la direction artistique qu'il voulait obtenir, tout en laissant beaucoup de liberté d'inspiration aux gens qui travaillaient avec lui. Je dessinais des éléments de décor au crayon sur papier. Et ensuite, ces dessins étaient digitalisés et colorisés dans Photoshop. L'idée était de garder, d'avoir dans le résultat final, dans le jeu, la texture du crayon et du papier. Alors, je ne me souviens pas s'il y avait une pression particulière pour se mettre à jour et utiliser les dernières technologies 3D. Par contre, la patte graphique de Rayman à cette époque ne pouvait pas se retranscrire facilement en 3D. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la 3D, ça restait quand même des éléments très simples, très géométriques, très anguleux. Or, Rayman, c'est tout le contraire. C'est des formes très douces, très rondes, très colorées, assez complexes aussi dans leur design graphique. Je pense que ça n'aurait rien donné en fait en 3D à l'époque, du moins. Pour moi, là, si tu veux, à l'époque, c'était vraiment... moi, j'étais en fixette sur les enfants. C'était quelque chose pour les enfants, en fait. Donc, moi, je pense que j'ai amené quelque chose d'assez naïf, artistiquement parlant, que je ne renie pas, que j'ai aimé à l'époque. Parce qu'il y avait ce côté aussi bucolique, poétique de Rayman que j'aimais bien. Donc ça me plaisait de proposer ça aux enfants. Quand j'ai vu à l'écran le Rayman, ce personnage, ces univers qu'il traversait, j'étais tout de suite séduit, quoi. Je trouve que c'est un univers qui emporte immédiatement, qui donne à banane, qui est très positif. Et je pense que c'est ça qui est séduisant et qui m'a plu et qui, je pense, a plu aussi à énormément de joueurs. C'est vraiment une époque très, 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 très joyeuse parce que c'était avant que le jeu vidéo soit vraiment devenu une industrie. Donc c'est ça que ça m'évoque, c'est la liberté, c'est l'amusement. C'était très drôle, c'était une époque très drôle, vraiment.
Donc après sont arrivées les consoles nouvelle génération, Sony et Sega, qui passaient encore un cap en termes graphiques. Et comme notre jeu il était vraiment très graphique, on s'est dit, ah ouais, on ne peut pas passer à côté de ça. On était parti de sprites qui étaient en 16 couleurs et on arrivait sur une PSX qui avait des sprites en millions de couleurs, qui avait un CD audio, donc on pouvait mettre de la musique qualité CD. Pour nous, c'était incroyable, alors qu'avant, c'était le chipset sonore qui jouait là-dessus. Le pitch de Rayman 1, ce qui était impressionnant, c'était la beauté du jeu, la qualité graphique à la fois du personnage et de ses animations, et aussi des décors. C'était une présentation qui était faite, et là, donc, la question s'est posée de comment on fait le jeu. Pour donner une idée des timings qu'on envisageait, il pensait le terminer fin septembre, donc à la fin du mois. Et nous avons décidé à ce moment-là que Michel et Fred allaient continuer à développer la version Jaguar. Et pendant ce temps-là, nous, on allait s'occuper de toutes les autres versions. Donc moi, j'ai avancé toute cette partie Jaguar principalement, et qui a servi en gros de modèle pour le portage de toutes les autres versions. Donc il y a eu une version maître qui a été faite sur PC et qui s'inspirait de tout ce qui avait été fait sur Jaguar. Et après, ben voilà, les versions PSX, les versions Sega étaient adaptées par d'autres personnes comme Ubisoft. Et il y en avait à l'époque 3. Il y avait la PlayStation qui était annoncée, la 32X de Sega, la Saturn de Sega, et autrement, il y avait le PC qui petit à petit progressait et donc allait normalement permettre aussi de pouvoir jouer des jeux de ce niveau-là. Donc du coup, il y avait une version Jaguar à Montpellier et 4 versions à Paris. À Paris, donc, ou à Montreuil, on a constitué une équipe complète, en fait un studio, pour créer le jeu. Donc, nous avons créé en même temps l'équipe, les outils, le moteur et le jeu. Et donc, l'équipe est passée de 3 personnes début septembre à 150 personnes en juin, donc en 9 mois. Tout ce qui a été créé par Michel était vraiment magnifique. Par contre, c'était très exigeant parce qu'on poussait vraiment les machines à leurs limites. Et donc, il y avait régulièrement des difficultés entre les créateurs graphiques, donc Michel et son équipe à Montpellier, l'équipe de game design et l'équipe informatique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaillait uniquement sur des machines non sorties, donc sur des kits de développement prototypes. Donc il y avait des bugs, qui avaient des problèmes à tous les niveaux. Et en plus, on ne pouvait pas partager ce qu'on faisait parce que les consoles n'étant pas sorties, on n'avait pas le droit de communiquer dessus, etc. Donc il a fallu réellement recruter une équipe assez forte pour pouvoir développer sur ces 4 machines simultanément. La 32X, Sega nous disait, oui, c'était une machine un petit peu de transition, c'est-à-dire une machine intermédiaire entre leur console 8 bits et la Saturn, qui était la console vraiment nouvelle génération. Et en fait, j'ai senti vers janvier-février qu'il n'avait pas l'air très actif sur cette console. Et donc, lors d'un salon, j'aurais posé la question, j'aurais dit, mais au fait, la 32X, vous en pensez quoi? Ils ont dit, bon, si vous n'avez pas assez de ressources pour faire 32X et Saturn, faites plutôt Saturn. Et là, j'ai appelé toute l'équipe, j'ai dit, on arrête 32X.
Oui, il y a une anecdote intéressante qui est que, en fait, Rayman a été créé par une équipe japonaise et une équipe française. Tomoko Matsuoka, qui était la responsable du Japon à l'époque, a créé un studio au Japon qui a récupéré l'équipe de développement de Sony, qui ne les envoyait qu'à des sociétés japonaises et qui a envoyé quelques kits de développement à Paris à nos équipes de création. Et c'est de cette façon que le jeu a pu être créé sur la PlayStation en même temps que les sociétés japonaises, et donc qui lui a permis d'arriver tôt. Et ce qui a surpris l'ensemble de la profession, puisque normalement, les Américains ou les Européens n'avaient les kits que beaucoup plus tard. C'est vrai que sur le développement de Rayman 1, on a été un peu, entre guillemets, baladé par l'histoire du jeu vidéo et l'histoire entre Nintendo et Sony, avec Sony qui devait collaborer donc sur le CD de la Super Nintendo et qui a finalement fait sa propre console. Et donc, nous, on a migré sans trop le savoir. On a été un peu ballotté dans cette histoire-là dont on n'avait pas du tout idée. Hein, on ne savait pas du tout. On a choisi les meilleures vagues. Même Nintendo ne savait pas. Et à un moment, c'est Sony qui arrive en disant voilà notre console, on va révolutionner le jeu vidéo. Et donc, finalement, petit à petit, on s'est retrouvé sur cette console-là. Donc, on a quitté la notion de CD, Nintendo CD, pour retrouver la console CD, mais de Sony. C'est un peu les grands mouvements de l'histoire, finalement, qu'on a réussi à suivre avec pas mal de chance. Dans la catégorie test, il y a eu un autre événement assez important, c'est que donc le jeu était terminé, il était en phase finale de test et d'approbation par Sony. Et le 15 juin, Michel décide de changer toute la manière toute la gestion des couleurs du jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a dit oui, en fait, on avait une palette de 256 couleurs. C'est pas bien, en fait. On va faire une palette de 16 couleurs pour chaque objet. Et du coup, il a décidé de refaire tous les objets du jeu, toutes les parties, donc des parties du corps, de Rayman, de tous les objets du jeu, en palette de 16 bits. Mais au niveau du jeu et de l'équipe, tout d'un coup, il fallait tout refaire, en fait. Donc, le jeu qui était presque approuvé, tout d'un coup, on envoie une version à Sony en disant on a changé la gestion des couleurs. Ils ont dit non mais vous êtes complètement fous, enfin c'est pas possible de faire ça juste là, on est en phase finale et en plus il fallait qu'on ait terminé fin juin, même avant fin juin, parce que sinon on ne pourrait pas être au lancement de la console. Donc on avait vraiment une contrainte de temps qui était vraiment importante. J'ai toujours retenu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit non, mais là c'est vraiment pas possible. Enfin bon, c'est le jeu qui compte. Les informaticiens ont réussi à modifier tout le programme pour qu'il accepte les couleurs, les palettes de 16 bits au niveau des couleurs. Et les testeurs ont réussi à tout tester à la vitesse pour qu'on envoie le jeu en approval le 3 juillet, et Sony a mis 3 jours à l'approuver. La dernière version. Et du coup, il était à l'heure pour sortir au lancement de la PlayStation. Les grands éditeurs et bien sûr les grands fabricants à l'époque, c'était Sega et Nintendo qui avaient la majorité du marché. Donc en arrivant sur la PlayStation, on est arrivé avec peu de jeux disponibles. Il y avait 9 jeux à la sortie. Et donc Rayman était un des 9 jeux. Donc ça permettait d'être un des jeux que tout le monde devait jouer. Alors que quand on arrive sur une machine qui existe et qui a beaucoup de jeux, on a moins de chances de surprendre. Là, la sortie de Rayman sur cette machine, la PlayStation, permettait d'être unique en fait dans le genre plateforme, parce qu'il y avait très peu de Japonais qui avaient développé sur la PlayStation à son lancement. En arrivant avec le jour J du lancement de la PlayStation, on a eu la possibilité d'avoir tout le marketing de lancement de la machine et donc des jeux qui existaient sur cette machine. Donc ça a permis de faire connaître Rayman à l'ensemble du monde parce que c'était un des meilleurs jeux de la machine au lancement. On a une petite anecdote quand même dont je me rappellerai tout le temps. C'est que une des premières présentations de Rayman au grand public, ça s'est passé à l'ECTS à Londres.
Et il y avait Sony qui présentait la PlayStation à cette époque-là, avec Toshinden, avec Ridge Racer, avec tous ces jeux. Et nous, on était déjà sur PlayStation. On avait la version PlayStation, en fait. Et donc, on va à Londres, à ce moment-là, pour... nous, on présente le jeu sur le stand d'Ubisoft à l'ECTS. Et puis après, on va sur le stand Sony et il n'y a pas Rayman. Et en fait, on nous explique que c'est fini la 2D, les gars. Rayman ne sort pas encore, il n'est pas sorti, il va sortir. On va sur le stand Sony, il n'y a pas Rayman, il y avait tous les jeux 3D, il y avait Destruction Derby, il y avait tous les jeux de lancement. Et Sony ne voulait surtout pas qu'il y ait de jeux 2D parce que la révolution, c'était la 3D. Et ce qui est marrant, c'est de savoir que le jeu le plus vendu sur PlayStation 1, c'est Rayman, en Angleterre. Donc c'est fou parce que ça se passe en Angleterre, on nous dit non mais c'est fini. Et si on avait dit à ces gens-là, ce jour-là, vous savez que le jeu le plus vendu sur la console que vous êtes en train de lancer, la PlayStation en Angleterre, ce sera celui-là, personne ne nous aurait cru, quoi. Enfin, les gens, ils auraient rigolé, quoi, en disant mais non mais regardez, là c'est la 3D, maintenant c'est fini, vous êtes des dinosaures, quoi. C'est beau. C'est beau. C'est beau. You want to know what's going on? Let me tell you the story of Rayman. In Rayman's world, nature and people
I'm waiting. Yo, dude. On s'entendait bien avec Michel, donc on s'est dit, allez bingo, on continue, on propose autre chose. Donc à l'époque, on s'est dit, tiens, on va faire une suite, parce que c'était le plus naturel. On avait proposé des choses, on les avait présentées à un E3, et là, c'était l'E3 où Sony présentait Crash Bandicoot, et c'était la claque 3D quelque part. Et on est resté scotché, et du coup, on est revenu de l'E3, on s'est dit, laisse tomber, il faut passer à la 3D. Et... Alors, il faut savoir que quand Rayman est né, la 3D n'existait pas encore. Puis, après que Rayman soit sorti, il y a eu l'arrivée de la 3D qui a permis d'aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on a eu Rayman 2D, puis après Rayman 3D, mais on est passé, avant de passer en Rayman 3D, on est passé par un autre jeu qui devait utiliser des machines assez performantes, parce que pour faire de la 3D sur les machines de l'époque, il fallait des machines puissantes. C'est vrai que Rayman 1, c'est, on va dire, la fin du cycle des jeux 2D. Quand on commence Rayman 2 2D, on est persuadé que ça va aller au bout, sachant que dans cette version Rayman 2 2D, on avait un peu utilisé la technique de Donkey Kong Country sur Super Nintendo, où en fait c'était des rendus 3D qui étaient utilisés comme voilà, on utilisait l'ordinateur en gros pour dessiner les personnages qui étaient utilisés après en 2D. À la fin de Rayman 1, on a commencé à faire un prototype de Rayman 2 en pseudo 2D, c'est-à-dire un jeu sur des plans, mais plusieurs plans. Donc un premier plan avec des plateformes et un deuxième plan un peu plus loin où vous pouvez envoyer le joueur d'un plan à l'autre et le faire revenir à sa demande. Et pour ce prototype-là, on avait même commencé à utiliser des logiciels de modélisation 3D, donc 3D Studio à l'époque, qui est devenu 3ds Max, pour faire il y avait des dinosaures cybernétiques, des sortes de robots dinosaures, des robots tout en métal, un peu comme les pirates de Rayman 2, Great Escape, dans l'idée de les intégrer donc comme des sprites, eux aussi, en 2D, dans un jeu qui restait en 2D, mais avec possibilité de changer de plan. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé plus tard dans Rayman Legends, où on joue sur plusieurs plans, effectivement. Et puis arrive Crash Bandicoot, Mario 64, vraiment des révolutions. Et à ce moment-là, il y a une décision claire de la part d'Yves Guillemot qui est de passer nous aussi sur la 3D. Ça devient l'évidence. On a vu que la 3D, elle, allait offrir tellement de possibilités. À cette époque-là, il y a eu aussi Mario 64, il y a eu la Nintendo 64 qui a tout bouleversé. Et ça devenait évident de faire une suite à Rayman en 3D, en élargissant l'univers, l'exploration, etc. C'était un peu périlleux, c'était un peu laborieux de passer à la 3D, surtout que la première 3D a été assez limitée quand même. Ça donnait des contraintes particulières. Mais passer Rayman en 3D avec peu de moyens, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de rondeurs. Donc là, à l'époque, on avait quelques polygones par personnage. Essayez d'imaginer Rayman en origami, par exemple. Et donc, on a travaillé sur la 3D, comment l'appréhender, quelle qualité graphique on pouvait avoir, etc. Parce que c'était quand même une 3D assez brute, mais c'était de la 3D, donc c'était très impressionnant. Quand il y a eu ce questionnement sur maintenant comment on va passer en 3D, et nous on se dit, et là je pense que c'est un pari d'Ubisoft qui se dit, mais en fait, sur PC, la 3D est bien plus évoluée que sur PlayStation. Il y a les cartes graphiques Nvidia qui arrivent, les premières, les GeForce, etc., qui étaient vraiment exceptionnelles. Le pari d'Ubisoft, c'est la 3D, ça va être sur PC.
Et donc, on commence à travailler un moteur 3D PC très haute définition. Où là, Ubisoft était en avance même, je dirais, sur ce qu'on pouvait faire en 3D. Et on s'est dit, mais nous, en fait, on va montrer à Ubisoft qu'on peut travailler avec très peu d'ingénieurs, très peu d'artistes, et on peut être ultra efficace. Et donc, on a fait une sorte de scission et on a créé le proto de Rayman 2. Donc, on a créé un proto jouable qui était vraiment beau, qui était ultra fluide, qui avait le contrôle de Mario 64. Donc, on s'était mis à la page sur l'aspect contrôle, travail GPP, donc travail de gameplay programming. On avait vraiment un jeu qui était moderne et on avait changé les outils pour qu'il soit redevenu rapide. Hey, you! I'm waiting!
yo, dude. Hey, you! I'm waiting. Je m'appelle Christophe Héral et j'ai commencé la musique parce que je voulais faire du ski. Et hélas, habitant à côté de Palavas-les-Flots, c'est pas l'endroit le plus merveilleux pour apprendre à faire du ski. Donc, je me suis mis à fond dans l'étude de la musique. J'ai travaillé sur la composition, notamment en prenant des cours de guitare avec un des guitaristes qui avait joué sur le premier Rayman, Pascal Coriu. On prenait des cours tous les deux avec un prof et ce prof donnait aussi des cours d'harmonie. Et puis l'harmonie me plaisait beaucoup et j'ai délaissé la guitare pour véritablement me plonger dans l'écriture musicale. Ce qui me semblait être intéressant dans la musique de jeux vidéo et qu'on n'avait pas dans la musique entre guillemets d'un support linéaire, c'était les outils. Ces outils, c'était les outils d'intégration de la musique. Et pour moi, c'était comme si on ouvrait la porte dans un nouvel univers. Et ce que j'aime bien, c'est travailler en binôme avec un intégrateur, parce que lui, il a un regard sur mes notes, et moi, j'ai un regard sur son intégration. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être chaque fois positif, parce que ça amène le regard de l'un sur l'autre. J'ai rencontré Rémi Gazelle, parce que Michel me l'avait présenté quand je travaillais sur Beyond Good and Evil. Et donc, je connaissais bien évidemment, un peu comme tout le monde, Rayman, mais j'ai beaucoup apprécié le personnage qui était Rémi. Oui, alors la bande originale de Rayman 1, c'est une rencontre avec Rémi Gazelle. Je faisais de la musique et on avait une salle dans laquelle on se réunissait. Et puis, naturellement, un jour, je lui ai dit « Mais Rémi, je vois que tu composes, tu es le compositeur de ton groupe, là. Est-ce que ça t'intéresserait de faire des musiques pour un jeu vidéo ?» Déjà, il a été hyper enthousiaste. C'est quelqu'un de... Rémi, c'était le touche-à-tout, quoi. Il est vraiment toujours ouvert, toujours yes man. Et donc, je me suis retrouvé un jour chez lui. Alors, c'était un personnage, puisque c'était des serpents vivants dans sa maison, des placards remplis de robes arrangées. C'était un univers, ça allait parfaitement avec le monde de Rayman, quoi. C'était le monde de Rémi. Moi, j'ai eu la chance de voir vraiment la composition des musiques se faire presque en live, en fait, avec Rémi. Il a un sens inné de la mélodie. Il y a des mélodies qui restent en tête et une fantaisie, en fait. Mais là, il avait créé une espèce d'environnement sonore qui était très riche, en fait, comme une forêt luxuriante. De toute façon, Rémi était toujours très enthousiaste, et spécialement par rapport à la création de ce jeu, quoi. La musique de Rayman est quelque chose qui a mis des jalons dans ma vie par rapport au jeu. Et si elle me tient à cœur, c'est parce qu'en fait, j'ai joué avec Rémi les musiques de Rayman. Et lui a joué les musiques de Rayman Origins et de Rayman Legends. Et donc, cette espèce de passation de relais, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, en tout cas d'une tendresse infinie, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi, parce qu'il y avait cette entente humaine
de quelqu'un qui a fait une musique qui a marqué les esprits, et puis quelqu'un qui reprenait la suite de Rayman avec Origins, et puis après avec Legends, et qui était apprécié par Rémi. Donc j'avais comme une sorte de tampon, c'était validé par Rémi. Pour la musique de Rayman 1, il a fallu réécrire des musiques. Bon, ça, je m'en suis chargé. Et pour tout le travail des thèmes de Rémi, je suis complètement dans le respect. J'aimerais pouvoir arriver à le ressortir de ses enregistrements pour pouvoir jouer avec lui. C'est plus qu'un hommage, en fait. Je veux surtout pas abîmer quoi que ce soit dans sa thématique. Et je sais que j'ai toujours ce coup de tampon de validation par Rémi, parce qu'il avait confiance en moi, mais il a confiance en moi. Je ne sais pas où il est, mais il a confiance en moi. Et je vais faire tout mon possible pour rester dans l'esprit qu'il a voulu donner, en mettant une touche, bien évidemment, un peu personnelle. Un peu. Le morceau qui peut-être est le morceau qui me touche le plus, et donc qui pourrait être mon préféré, c'est Le Magicien, parce que je l'ai joué avec Rémi. On l'a joué plusieurs fois. Moi, personnellement, je trouve ce morceau super. J'aimerais que cet hommage au Magicien de Rémi reste un morceau, entre guillemets, pas d'anthologie, mais j'aimerais qu'il soit sur mon piédestal de compositeur. C'est une création qui a permis à Ubisoft d'être reconnu dans le monde entier. Le jeu et la société ont pu être connus au Japon, aux États-Unis et dans tous les pays où la PlayStation a eu beaucoup de succès. Donc c'est vraiment le démarrage d'Ubisoft dans l'ensemble des pays au monde. C'était ma première expérience de graphisme et surtout dans le vrai jeu vidéo professionnel. C'est une expérience fantastique, extraordinaire, avec tout ce que ça implique de moyens et de technologies différentes d'aujourd'hui. Un succès vraiment inattendu pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, et une présence encore aujourd'hui qui m'étonne, une présence dans les esprits autour de moi qui m'étonne encore, que ce soit aussi présent chez beaucoup de monde et un peu partout dans le monde. À la sortie du jeu, j'achetais tous les magazines pour stocker toutes les reviews du jeu. Et donc, je découpais, je me suis fait un petit classeur et tout ça. Mais au bout d'un moment, c'était hallucinant parce que je récupérais les journaux français, mais il y en avait en Allemagne, il y en avait en Angleterre, il y en avait au Japon, il y en avait partout. Ça ne s'arrêtait plus, j'arrivais plus à suivre. Je me suis dit, laisse tomber, ça marche tellement bien. Enfin, tout le monde, toutes les reviews étaient dans le vert. Alors nous, on faisait moi, je pense que Fred le faisait aussi, mais on allait dans les magasins et puis on regardait s'il y avait le jeu déjà qui était... parce que la fierté, bien sûr, c'est d'être édité, d'avoir son jeu qui est en rayon, en fait. Donc on allait à la Fnac, on prenait le jeu, puis s'il était un peu derrière, on le remettait devant pour que les gens ils le voient. Oui, Rayman a eu un succès, je pense, inattendu, espéré, mais peut-être pas attendu à ce point-là pour Ubisoft, parce que c'est vraiment Rayman qui a permis à Ubisoft d'acquérir cette dimension internationale. J'ai l'impression, moi je ne suis pas expert de ça, mais qu'il amenait une certaine fraîcheur qui était pas si fréquente à l'époque, un esprit un petit peu décalé, un petit peu quelque part entre le cartoon avec des notions un peu écolo, etc. Enfin bon, un mélange une recette avec pas mal d'éléments qui finalement ont fait une mayonnaise qui a bien pris et une couleur qui était assez originale, qui était due, je pense, en grande partie à l'esprit de l'équipe aussi, qui était un petit peu débile, quoi. Si ce jeu est unique, c'est parce qu'il a été fait dans des conditions qui étaient uniques et que, je pense, beaucoup de joueurs ont su capter ce feeling particulier. C'est possible qu'on retrouve dans certains jeux
des références à Rayman. Je pense qu'il a apporté vraiment quelque chose d'assez original, ne serait-ce que dans la représentation des personnages. C'est un jeu aussi qui a montré, c'est un jeu qui a été malin en fait dans son développement, qui a réussi à contourner les contraintes techniques pour en faire finalement une vraie identité. Ce processus créatif-là a dû influencer aussi d'autres développeurs. C'est un peu notre bébé entre tous les membres de l'équipe de l'époque. Et d'ailleurs, vraiment des 150 personnes, je pense que les 150 sont encore très marqués par leur aventure Rayman, parce que c'était vraiment tout neuf pour tout le monde. Personne n'avait fait de jeux vidéo avant, en fait. Et effectivement, ceux qui jouent à Rayman maintenant n'étaient probablement pas nés quand on a créé Rayman au départ. Ça montre qu'il y a des valeurs humaines qui restent valables quelle que soit l'époque. Mais Michel, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a su garder un esprit d'enfant. Sa joie de vivre se ressent à l'intérieur du jeu. Je pense qu'il y a un double effet effectivement d'impact sur le succès de Rayman. Sur nous, c'est bien sûr que déjà on se dit on a atteint un peu notre rêve de faire des jeux, de faire des jeux vidéo de super niveau. On n'aurait jamais atteint, je pense, ce type de jeu, cette qualité sans les personnes qui ont contribué. C'est une évidence. On a appris aussi à partager nos connaissances. On a appris à travailler avec des artistes qui venaient du dessin animé, avec des codeurs qui venaient d'écoles d'ingénieurs. On a nous-mêmes voyagé en fait pendant le développement de ce jeu sur ce qu'on pensait être l'unique façon de faire des jeux vidéo et puis ce qui était une nouvelle façon de faire des jeux beaucoup plus collective au final. Ce qui a été étonnant dans l'histoire de Rayman 1, en tout cas, ça a été la longévité de son succès. Mais qui s'est vraiment construit et amplifié. Voilà, il y a eu comme une espèce de truc. J'ai vu des gens, là, récemment encore, qui ont la trentaine, quarantaine, et puis, mais moi, j'ai joué à Rayman quand j'étais petit, j'adorais ça, toi, mais toi, tu reçois ça, oui, 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça, en fait. C'est chouette. Ça, c'est des feedbacks qui sont joyeux, quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça reflète aussi l'état d'esprit dans lequel ça a été fait. C'était pas de la douleur, c'était pas des choses difficiles. C'était du travail, beaucoup de travail, mais c'était pas de la douleur.